Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet événement en deux temps, à l'occasion du 40e anniversaire du CIRST. Donc, je suis Florence Millerand, professeure au département de communication sociale et publique et directrice du CIRST. Nous célébrons aujourd'hui le 40e anniversaire et lançons un cycle de grandes conférences. Alors, un mot sur le déroulement. On aura d'abord la grande conférence pendant environ une heure à peu près, 50 minutes, une heure, qui sera suivie d'une période d'échange et de discussion avec deux discutants, puis avec la salle. Et puis, dans un deuxième temps, on aura le cocktail du 40e. L'événement est retransmis en ligne, donc je remercie les personnes qui joignent à nous à distance. Et puis, je vous remercie d'être venus en si grand nombre. Alors, rentrons vite dans le sujet. Il y a un moment déjà, le CIRST a décidé de lancer un cycle de grandes conférences pour rassembler ses chercheuses et ses chercheurs, et plus largement la communauté en STS, donc dans le domaine de sciences, technologies, société, autour d'enjeux contemporains et d'actualité. À l'occasion donc de son 40e anniversaire, nous inaugurons ce cycle de conférences avec Marion Fourcade. Marion Fourcade, titulaire d'un doctorat de Harvard, elle a enseigné aux universités de New York et Princeton avant de rejoindre le département de sociologie de l'Université de Californie à Berkeley en 2003, où elle dirige aujourd'hui l'Institut interdisciplinaire Social Science Metrics. Spécialiste de sociologie comparée, son ouvrage Economists and Societies, paru en 2009, analyse la profession d'économiste aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Cet ouvrage lui a valu plusieurs distinctions majeures, dont le prix du meilleur ouvrage de l'American Sociological Association, également le prix Ludwig Fleck de la 4S et le prix Lewis-Coser pour sa contribution à l'élaboration de programmes théoriques. Ses autres travaux portent sur l'évaluation de la nature, la numérisation des États et leur régulation par les marchés financiers, mais aussi sur la classification des vins aux États-Unis et en France, et sur la microsociologie des échanges dans les salles d'audience, entre autres. Son ouvrage le plus récent, sur la société ordinale, The Ordinal Society, paru en 2024 aux presses de l'Université Harvard, coécrit avec Keelan Healy, examine les nouvelles formes d'inégalité liées à l'économie numérique et le développement de nouvelles formes de stratification sociale. C'est ce travail que Marion Fourcade vient nous présenter aujourd'hui. Alors, à la fois pour la grande actualité du sujet, pour l'adéquation entre ces différents objets de recherche et ceux qui nous occupent au CIRST, et plus largement la communauté que nous rassemblons aujourd'hui, il me fait grandement plaisir de lui céder la parole pour ce coup d'envoi des grandes conférences du CIRST et de cette journée de célébration. Alors, je vous souhaite une bonne conférence. Alors, je vais commencer cette conférence par une anecdote. En avril 1955, IBM, la compagnie informatique américaine, posa une question à Jacques Perret, qui était un professeur de lettres classiques à la Sorbonne. IBM s'apprêtait à l'époque à commercialiser en France un nouveau type de machine, le modèle 650. Comment fallait-il l'appeler? Et c'est le modèle que vous voyez, c'est le modèle d'ordinateur que vous voyez là sur l'écran. Comment fallait-il l'appeler? Non pas ce modèle en particulier, mais toute la famille d'appareils qu'il représentait. Le mot calculateur, qui est la traduction directe de l'anglais computer, semblait naturellement s'imposer. Mais IBM cherchait un terme qui en dise davantage. Perret répondit par courrier, Jacques Perret, donc le professeur. Il répondit: « Chers messieurs, que diriez-vous d'ordinateur ? C'est un mot correctement formé que l'on trouve même dans le littré comme adjectif désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Un mot de ce type a l'avantage de fournir aisément un verbe, ordiner, et un nom d'action, ordination. » Et il ajouta: « En relisant les brochures que vous m'avez données, je vois que plusieurs de vos appareils sont désignés par des noms d'agents féminins. Trieuse, tabulatrice,
ordinatrice serait parfaitement possible et aurait même l'avantage de séparer plus encore votre machine du vocabulaire de la théologie. Il me semble que je pencherai pour... ma préférence irait pour l'ordinatrice électronique. Évidemment, ce glissement vers le féminin n'était pas complètement déplacé. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le mot anglais « computer » désignait un employé de bureau, le plus souvent une femme, qui effectuait des calculs à la main ou à l'aide d'un appareil mécanique. Mais la nouvelle machine d'IBM était bien plus ambitieuse. Elle était conçue pour traiter de l'information en général, pas seulement du simple calcul. Et donc, c'est la version masculine qui s'imposa. Toute la France, et le Québec aussi, découvrit bientôt l'ordinateur. Le modèle 650 se vendit très bien, de 1954 à 1962. Il avait à peu près la taille de 2 grands réfrigérateurs. L'alimentation électrique qui l'accompagnait occupait sensiblement le même espace. Le premier exemplaire fut installé en 1954 au siège de la John Hancock Mutual Life Insurance Company à Boston. C'est l'image que vous voyez ici. On le chargea de calculer les commissions des 7000 agents d'assurance de la compagnie. IBM pensait en fabriquer une 50aine. La compagnie en vendit plus de 2000. À sa grande surprise, les usages se multiplièrent rapidement. Traitement des salaires, suivi des stocks, analyse des ventes, contrôle des coûts. Oh, pardon. IBM lui adjoignit bientôt le premier lecteur de disques commercial, le RAMAC, qui stockait près de 5 mégaoctets de données. Contrairement au système à carte perforée, le RAMAC permettait un accès immédiat aux données, rendant possible le traitement en temps réel. Le contrôle aérien fut l'une de ses premières applications, mais les entreprises pouvaient désormais aussi consulter un dossier client stocké sur la machine et décider sur le champ, par exemple, d'accorder un prêt ou une police d'assurance. Dès lors, le volume et la portée des données informatisées ne cessèrent de croître. Les registres papier de la fin du XIXe siècle devinrent les bases de données relationnelles de la fin du XXe siècle. Le téléphone que chacun d'entre nous a dans sa poche est évidemment le descendant spirituel de cette machine. Comme le modèle 650, il gère les ajustements en temps réel grâce à une mémoire stockée directement et qui était évidemment aujourd'hui désormais assortie d'une connexion Internet. Les ordinateurs ont beaucoup changé en 70 ans, mais l'intuition de Perret, qui était de baptiser la machine d'après un être qui met de l'ordre dans le monde, s'est révélée prémonitoire. Le pouvoir des ordinateurs tient en effet à leur capacité à observer, à évaluer et à gouverner les individus. Partout, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la logique bureaucratique des organisations fusionne avec la logique calculatoire des machines, qui est nourrie par des données émises par des appareils toujours plus petits et toujours plus puissants. Traitant des masses d'informations considérables, les ordinateurs en extraient des mesures qui créent de la différence, définissent des priorités, organisent des files d'attente et fournissent une base d'action d'une puissance redoutable. Ils mettent de l'ordre en catégorisant les personnes, les choses et les idées, puis en les appariant les unes aux autres à des positions sociales, à des biens, à des services ou des prix. Les configurations qui résultent de ce brassage forment une dimension à part entière de la structure sociale. On pourrait parler en effet d'une sorte de société ordinale régie par le classement dont les ordinateurs gèrent et guident l'agencement et la dynamique. Donc c'est un peu voilà une des définitions qu'on peut avoir. Une société ordinale, c'est justement une société qui reformate la vie sociale en ingérant des mesures numériques et en recrachant principalement des scores et des catégories. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est peut-être pas nouveau tout ça, la société a toujours fait ceci, et en effet, vous auriez raison de me le dire.
Donc avant d'aller plus loin, ce que je voudrais faire, c'est un bref intermède sociologique. Je tiens à préciser une chose. Toutes les sociétés catégorisent. Toutes les sociétés séparent les individus en groupes selon des critères de différence et de similitude. On peut penser par exemple aux pratiques sociales par lesquelles les groupes humains marquent leur distinction les uns par rapport aux autres, ou aux efforts anthropologiques, par exemple ici, mais il y en a plein, pour classer les cultures. Et bon, d'ailleurs, Ratzel, c'est un anthropologue qui a établi des cartes des cultures qui étaient d'ailleurs par ailleurs relativement racistes, mais ce genre d'efforts, il y en a à la fois qui viennent des sciences sociales, mais il y en a aussi qui viennent évidemment des sociétés elles-mêmes. Donc toutes les sociétés catégorisent. Deuxièmement, toutes les sociétés hiérarchisent. Toutes les sociétés situent certaines personnes au-dessus ou au-dessous des autres. Elles articulent leurs positions selon des axes de valeurs. Ces distinctions ordinales, ces distinctions de hiérarchie peuvent être très rigides, comme par exemple dans l'Égypte antique, juste un exemple parmi d'autres, on pourrait en donner des tonnes, ou elles peuvent être plus fluides, par exemple dans les systèmes d'éducation moderne, où on classe les enfants selon leurs notes, par exemple. Et évidemment, l'essentiel de ce qu'étudient les sociologues se trouve à l'intersection d'un principe de différence et d'un principe de hiérarchie. On peut penser au genre, on peut penser à la race, on peut penser à la caste, on peut penser à la nationalité. Ces systèmes ne se contentent pas de répartir les individus en groupes, ils ordonnent aussi ces groupes selon le pouvoir, selon les droits et selon le statut. Et plus spécifiquement, nous, les sociologues, nous étudions les outils très divers par lesquels les sociétés marquent et renforcent ces distinctions. Ça peut être des pratiques religieuses, ça peut être des systèmes juridiques, ça peut être des règles bureaucratiques, des théories scientifiques ou des méthodes d'évaluation comme des tests ou des examens. C'est ce qui permet de décider si quelqu'un fait partie d'une catégorie ou d'une autre, ou si une personne est classée au-dessus ou en dessous d'une autre. Et donc, ce que je voudrais suggérer aujourd'hui, c'est que dans la société actuelle, c'est par les ordinateurs que nous groupons de plus en plus. C'est par les ordinateurs que nous produisons des catégories sociales, et c'est par les ordinateurs que nous classons et que nous produisons aussi des hiérarchies sociales. Et c'est donc par leur biais que nous engendrons de nouvelles manières de légitimer les différences et les inégalités. Et donc, la question centrale de mon livre avec Kieran Healy, c'est la question de la signification de ce nouveau fait. Qu'est-ce que ça veut dire que ce fait que les ordinateurs sont devenus le mécanisme principal par lequel la société s'organise et se comprend? Qu'est-ce que ces processus d'ordonnancement font à nos manières de vivre ensemble et de nous rapporter les uns aux autres? Donc, nous avons écrit ce livre qui maintenant a déjà 2 ans, La société arninale, qui fait le récit de cette transformation qui est à la fois banale, comme je vous l'ai dit, toutes les sociétés font ça, et évidemment, elle est aussi vertigineuse parce que c'est un changement profond. Et comment nous commençons? Nous commençons en fait par expliquer que ce n'est souvent pas la contrainte, mais en fait la promesse d'un monde nouveau qui assure le triomphe de ces nouvelles manières de catégoriser et de classer. En fait, les utilisateurs se sont peu à peu appropriés les nouvelles manières de voir et d'être vus, non pas parce qu'ils ont été forcés, mais parce qu'ils ont convoité des nouveaux produits proposés par l'industrie de la tech, des messageries, des réseaux sociaux, des chatbots. Leur enthousiasme a élargi la portée de ces systèmes, contournant leurs contraintes de façon inventive et souvent débordant les usages imaginés par les ingénieurs. Confrontées au dragon indomptable de la socialité humaine, les entreprises se sont efforcées de l'apprivoiser avec un mélange d'effroi et d'opportunisme bien compris.
Et donc, ce qui avait pu apparaître comme une série d'innovations disjointes, avec des tas de firmes qui travaillent dans des domaines assez différents, finalement, c'est peu à peu mué en un système compréhensif de quantification, de classification et de monétisation de l'expérience humaine. Score, catégorie, comparaison, hiérarchie, le numérique a tissé un échafaudage invisible sur lequel repose désormais une grande partie de notre vie collective. De la notation de crédit aux applications de rencontres, en passant par la simple course de taxi, classer et être classé, mesurer et être mesuré sont devenus des expériences ordinaires. Et donc c'est par ce concept d'ordinalisation que nous essayons d'offrir un cadre unifié pour comprendre toute une série de tendances qui sont en apparence disparates, de l'essor des systèmes de réputation aux algorithmes d'appariement importés du jeu vidéo, de l'authentification automatisée à la discrimination par les prix, de l'analyse prédictive à la financiarisation des objets du quotidien. Et je parlais d'un petit bout de ces phénomènes. Toutes ces évolutions sont les manifestations solidaires d'une mutation plus profonde dans la manière dont les organisations génèrent du profit, calculent la valeur, allouent les ressources ou distribuent les faveurs. Alors tout cela apparaît peut-être bien abstrait, donc je vais juste vous donner une série d'exemples. Les processus de ces processus de notation et de catégorisation alimentés par les ordinateurs et par les masses de données comportementales. Pourquoi on peut dire aujourd'hui que ça forme l'infrastructure de la vie sociale? Ouais, voilà un échantillon empirique assez varié qui fournit vraiment la matière de notre livre. Dans l'économie, par exemple, ces méthodes servent aujourd'hui à embaucher et à licencier. Elles servent à fixer les salaires, à réorganiser les horaires de travail, à gérer les équipes. Elles calculent les loyers, elles calculent les primes d'assurance, elles calculent la disposition à payer. Elles font tourner les campagnes publicitaires. Elles facilitent de nouvelles formes de captation de la rente et accélèrent le développement de nouvelles classes d'actifs financiers. Dans l'État, ces méthodes surveillent l'éligibilité aux services sociaux et anticipent toutes sortes de risques, comme le risque de fraude. Au printemps dernier, aux États-Unis, on les a proposées pour décider de maintenir ou non certaines personnes dans leur emploi public. Et elles aident certainement les autorités à identifier qui doit être arrêté sur un soupçon de séjour irrégulier. Ailleurs, évidemment, elles organisent les flux d'informations, la distribution de l'influence sociale et la mobilisation politique. Elles médient la formation des relations amoureuses et mesurent votre condition physique. Avec l'une des dernières mises à jour de son operating system, ma montre s'est mise à me dire que mon score de sommeil, dont j'ignorais l'existence, est mauvais. Alors, la société ordinale est-elle nouvelle? Peut-être pas tant que ça. Si on remonte un peu dans l'histoire, on va s'apercevoir qu'il y a plein d'exemples. La quantification n'est pas nouvelle. Je vais donner quelques exemples pour vous montrer que c'est juste le point d'aboutissement d'un processus historique beaucoup plus long. Prenons l'exemple du crédit. Sur le marché du crédit américain au XIXe siècle, il y avait des guides commerciaux qui sont apparus et qui ont commencé à élaborer des méthodes pour repérer les bons débiteurs. Comme le raconte Josh Lauer dans son livre formidable qui s'appelle Creditworthy, il explique comment il y avait des creditmen qui sillonnaient les villes. Souvent, c'était des avocats. Enfin, ils parlaient aux avocats, ils parlaient aux personnes notables, etc. Et ils récoltaient toutes sortes d'informations, vraiment des ragots, sur la fiabilité économique des particuliers et des entreprises. Il y avait des jeunes femmes aussi qui accueillaient les gens qui étaient nouveaux dans le voisinage et qui allaient regarder un petit peu si leur maison était bien tenue, etc. Et toutes ces informations étaient agrégées à travers le pays et des organisations spécialisées comme le Credit Guide
se sont mises à compiler ces données, à les diffuser à leurs abonnés sous forme de listes locales. Donc, vous habitiez à Chicago, vous pouviez acheter le Credit Guide pour Chicago et vous aviez des listes de personnes avec leur adresse et une représentation chiffrée par avec des pictogrammes et des choses un peu complexes pour essayer qui vous expliquer la qualité de cette personne en tant que débiteur potentiel. Nous avons cherché dans le Credit Guide s'il y avait des Marion Fourcade, mais il n'y en avait pas. Mais mon co-auteur s'appelle Kieran Healy, et comme il y a beaucoup d'Irlandais aux États-Unis, on a trouvé des Healy. Un autre exemple, c'est l'assurance. L'assurance vie, ça c'est un livre de Dan Book, magnifique aussi, un livre d'histoire. Dan Book montre que l'assurance vie suit une trajectoire similaire. Dans les années 20, à la tête de la Mutual Life Insurance Company de New York, le célèbre compositeur Charles Ives s'est donné pour mission de transformer la notation pour l'assurance en une opération objective et scientifique. Et là, j'ai indiqué un extrait du dossier médical tenu par Ives lui-même, où il consignait l'évolution de son poids pendant sa lutte contre le diabète. En quelque sorte, un ancêtre du Quantified Self, un siècle avant les applications. Évidemment, on a la même chose dans le domaine du travail, ça c'est plus connu. Le capitalisme, évidemment, était florissant. Le travail devait être lui aussi rationalisé. Matteo Pasquinelli a montré dans un livre splendide, The Eye of the Master, comment les machines industrielles ont été comprises très tôt, pas seulement comme des instruments de production, mais aussi comme des instruments de mesure et d'optimisation du travail. Et donc, évidemment, le taylorisme tendait déjà vers un monde où chaque geste était mesuré et évalué pour son efficacité. Un monde, finalement, dont les algorithmes de ressources humaines aujourd'hui ne sont peut-être que la version informatisée. Un dernier exemple, dans un livre visionnaire du début des années 90, Oscar Gandy Jr. a analysé l'élargissement et l'approfondissement rapide des dossiers de consommation rendus possibles par la prolifération des données transactionnelles extraites des paiements par carte de crédit. Et ça remonte en fait au début des années 80 où la société American Express a commencé à numériser les reçus de vente de ses clients et ces enregistrements regorgeaient, selon les pubs d'American Express, regorgeaient de précieuses informations qu'on pouvait vendre à des clients. Évidemment, 40 ans plus tard, ce qui était à l'époque une promesse de marketing est devenu une infrastructure omniprésente. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit tour de l'histoire, pour vous rappeler que il n'y a rien de vraiment neuf, à part, évidemment, l'échelle et la rapidité. Donc, maintenant que j'ai planté un peu brièvement le décor historique, je vais revenir au présent. Aujourd'hui, la collecte des données numériques n'est plus, évidemment, l'apanage d'entreprises spécialisées, enfin, pas seulement. La chute des coûts de stockage et de traitement de l'information, ajoutée à la faiblesse des lois sur la vie privée, notamment aux États-Unis, permet à des organisations de nature très variée de produire et d'utiliser des quantités croissantes de données numériques. Pour quelques milliers de dollars, une organisation peut récolter directement des données personnelles granulaires via sa présence en ligne. Elle peut aussi acheter, auprès d'intermédiaires marchands, des listes d'individus à cibler ou des opérations de ciblage clé en main. Un véritable impératif des données s'impose ainsi comme une sorte de norme culturelle. Alors, pourquoi les entreprises font-elles cela ? Principalement parce qu'elles en sont venues à croire que les données numériques et les méthodes analytiques qui les exploitent permettent de mieux guider l'action, tout en restant assez souples pour servir des objectifs très variés. C'est ce que Evgeny Morozov appelle le solutionnisme. On est persuadé que ça va être utile un jour. Souvent, on ne sait pas quelle sera l'utilité finale.
L'histoire de l'informatique montre que les usages futurs des données sont rarement liés aux raisons pour lesquelles celles-ci ont été d'abord enregistrées. Mais les nouvelles techniques de calcul, le machine learning notamment, ont la capacité de découvrir des régularités entre les données sans aucune conception préétablie du monde. Du coup, les organisations, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, se sentent tenues d'amasser autant de données que possible en se disant qu'elles pourront un jour être fouillées de manière agnostique pour en tirer des relations utiles. Et on voit ça encore aujourd'hui où on s'attend très prochainement à la révolution du quantum computing. Et il y a déjà beaucoup d'organisations qui ont collecté des tas de données cryptographées, qui sont déjà des données qui sont encodées, en se disant qu'elles pourront être décodées plus tard. Donc toutes ces méthodes, on le sait, sont associées à toutes sortes de problèmes, des corrélations fallacieuses, des règles de décision opaques, des problèmes d'équité, pour n'en citer que quelques-uns, mais elles avancent à travers le paysage institutionnel. Alors pourquoi y a-t-il si peu de résistance? Et pour répondre à cette question-là, il faut revenir à cette question de l'impératif des données comme un mécanisme qui opère aussi du côté de l'offre, pas seulement du côté de la demande. En s'assurant contre le risque, en demandant un prêt ou en cherchant à se rendre visible en ligne, les personnes et les organisations ont appris à livrer toujours plus de données sur elles-mêmes. Aujourd'hui, l'avenir d'une personne peut dépendre d'une évaluation automatisée produite par un entretien vidéo mené par une IA et archivée à jamais dans un dossier numérique. Donc vous êtes interviewé par une IA, l'IA va scorer, va noter si vous êtes approprié pour le poste, si votre caractère, enfin vous voyez là, vous avez des exemples de quel genre de personne vous êtes, et ça, c'est cette notation-là qui détermine en partie si vous obtiendrez le poste. Un autre exemple, un article récent d'Antoine Courmont qui montre que la visibilité d'une entreprise sur Google Maps dépend des métadonnées fournies et tenues à jour par les propriétaires. Si vous ne fournissez pas les métadonnées, eh bien, Google Maps ne vous repérera pas. Donc on voit bien qu'une partie de cette incorporation est contrainte, mais pas toujours. Elle peut être aussi extrêmement joyeuse. Si on repense au premier moment d'incorporation, si on repense à Gmail au début, pour ceux d'entre nous qui sont suffisamment vieux, si on repense à Facebook au début, à Instagram du début, évidemment plus récemment à ChatGPT, tous ces systèmes sont entrés dans nos vies comme des sortes de cadeaux généreux qui nous ont été donnés par des startups qui étaient pleines d'espoir, qui les ont mises à disposition du public, et nous les avons tous adoptés avec enthousiasme. Je me rappelle ce que ça voulait dire être un bêta-testeur de Gmail tout au début. C'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Et nous appelons ça, avec mon collègue, l'accumulation par le don. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tous ces systèmes étaient, en tout cas au début, ils le sont souvent en grande partie, gratuits. Mais évidemment, n'importe quel anthropologue vous le dira, recevoir un don, c'est aussi entrer dans une attente, dans une relation d'échange. Donc les plateformes ont offert des outils utiles, souvent merveilleux. Ces outils ont permis à leur tour aux utilisateurs de faire des tas de choses, de proliférer leur réseau de dons et de contre-dons entre eux, d'échanger des photos, d'échanger des réactions émotives, des notations, des localisations, etc. Tout cela semblait valoir la peine. Plus les gens donnaient, plus ils recevaient en retour, pas seulement des plateformes, mais aussi des autres, évidemment. Plus d'amis, plus de visibilité, des meilleurs résultats de recherche, des applications amusantes. Donc l'activité, évidemment, a cru de façon exponentielle et les plateformes en sondaient les mystères par derrière. On voit ça, par exemple, dans un entretien que j'ai mené en 2017 avec le PDG d'une application de réseautage professionnel que j'ai anonymisé ici sous le nom de EagleNet. Et il saisit, je crois, avec candeur, l'essence du modèle économique de l'économie tech.
À l'époque, le succès consistait à essayer d'augmenter l'échelle de l'entreprise à partir d'un don initial, d'un cadeau, en s'appuyant sur les dynamiques naturelles de la socialité, de la réciprocité et de l'intérêt bien compris. Il m'a dit: notre objectif chez EagleNet est d'avoir des dizaines de millions de professionnels qui utilisent la plateforme gratuitement ou sous une forme gratuite en fournissant les données. Et ensuite, nous vendons ces données et ces analyses à des entreprises clientes. C'est ça notre modèle économique. Mais le propos est évidemment beaucoup plus général que ça. Des entretiens que j'ai menés pour un autre projet, cette fois sur la numérisation des écoles pendant la pandémie, montrent exactement la même dynamique à l'œuvre. Voici un exemple d'un responsable scolaire du comté d'Alameda, près de chez moi, en Californie, qui m'a dit: vous savez, l'une des choses intéressantes qui se sont passées au début du Covid, c'est qu'il y a eu beaucoup de fournisseurs qui sont venus nous dire: nous vous donnons notre produit gratuitement. Et c'était assez intéressant parce que pour moi, cela voulait littéralement dire qu'il y avait des dizaines d'applis qu'on n'avait pas avant, qui venaient s'amonceler. Mais de toutes ces applis qu'on a eues gratuitement, on a fini par en acheter tellement. Et en effet, si je vous donne juste 3 exemples, pour ceux d'entre vous qui ont eu des enfants à l'école pendant la pandémie, vous avez peut-être eu fait l'expérience de ces plateformes, CISO, Nearpod ou ClassDojo. Et ce que l'on voit, c'est sign up for free, free for teachers. C'est en général gratuit pour les profs, gratuit pour les élèves, pas gratuit pour les écoles, pas gratuit pour les parents qui veulent pouvoir voir ce que font leurs enfants. Donc c'est ça, on part d'un don qui socialise une population et ensuite on recrute des populations annexes. Voilà, alors ça, le modèle économique commence toujours par l'accumulation par le don. Mais évidemment, après qu'une plateforme a réussi à s'insérer dans une relation sociale, une fois qu'elle a mobilisé la socialité humaine pour générer un flux constant d'activités et donc de données, comment gagne-t-elle de l'argent? Donc la section suivante se penche sur cette question en avançant 2 idées. La première, c'est que la concurrence économique soutenue par le calcul et par l'abondance d'informations est qualitativement distincte des formes antérieures. J'ai appelé ça ici en français la concurrence par le calcul. En anglais, ça sonne un petit peu mieux, c'est computation by computation. Okay. Une jolie allitération. Deuxièmement, la numérisation entretient une affinité élective avec la financiarisation parce que tous les deux sont des processus d'abstraction. Donc, je vais parler de ces 2 aspects. Donc, à quoi ressemble la concurrence par le calcul? Alors, il y a plusieurs choses. Certaines vont être très... vous les connaissez bien, d'autres peut-être moins. Parmi les choses qu'on connaît très bien, c'est ce qu'on appelle ce que l'économiste Joseph Schumpeter appelait les pratiques monopolistiques. Par exemple, selon la plainte déposée par la FTC contre Amazon, l'entreprise aurait abusé de sa position en utilisant les données de ses vendeurs pour copier les produits à succès et ensuite promouvoir ses propres marques grâce à son propre moteur de recherche. Donc, ils pouvaient tout faire. Évidemment, tout cela, c'était après avoir attiré beaucoup de vendeurs avec des conditions favorables qui ont été ensuite révoquées. Donc, les vendeurs, non seulement n'avaient plus leurs produits, mais leurs produits étaient copiés, mais les conditions dont ils bénéficiaient au départ étaient terminées. L'an dernier, Google a été reconnu coupable d'avoir exploité sa position dominante dans la recherche au bénéfice de son activité, dans le moteur de recherche, au bénéfice de son activité publicitaire. Apple a été condamné pour pratiques anticoncurrentielles, à la fois aux États-Unis et dans l'Union européenne. Enfin, la Chine a elle aussi sévi contre les pratiques anticoncurrentielles pendant la pandémie. Par exemple, ils ont sanctionné le fait que l'entreprise Tencent bloquait les liens vers Alibaba sur WeChat, qui appartenait à Tencent. Donc, ce genre de pratique est très courante
Et l'industrie, la tech, souvent défend ses pratiques avec vigueur en les présentant comme des vertus soupéteriennes qui stimuleraient l'innovation. Par exemple, le fondateur de PayPal, Peter Thiel, a écrit dans une tribune au Wall Street Journal « La concurrence, c'est pour les perdants ». Cet argument réussit d'ailleurs plutôt bien devant les tribunaux. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que même lorsque les tribunaux constatent que les entreprises ont enfreint la loi, ils hésitent souvent à imposer des sanctions très fortes et dissuasives. Donc, pour l'instant, on a essentiellement un slap on the wrist. Deuxième question, comment la concurrence par le calcul opère au niveau micro? Là, l'instinct des plateformes a été d'ordinaliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus une entreprise sait des informations sur ses clients, sur ses salariés, sur ses locataires, plus elle sera tentée d'exploiter cette information dans ses rapports avec eux. Au lieu d'afficher un prix de marché unique, elle peut juger plus avisée d'estimer ce que différents types de personnes seraient prêtes à payer ou à être payées. D'un point de vue économique, l'allocation des ressources est efficace. Et en effet, les économistes vous disent que c'est ce qu'il faut faire. Ce qui change, évidemment, c'est que l'alliance d'un pouvoir de marché et d'outils de segmentation de plus en plus fins permet aux entreprises d'extraire davantage de surplus du côté des acheteurs comme de celui des vendeurs. Et donc, on a en effet de plus en plus de logiciels qui aident les vendeurs, les propriétaires, les employeurs à fixer automatiquement les prix, les loyers et les salaires à partir à la fois d'un éventail de plus en plus large de variables et aussi d'informations de plus en plus individualisées. Le gouvernement américain sous Biden, par exemple, a banni RealPage, qui était un algorithme de fixation des loyers qui détaillait les loyers de manière beaucoup plus fine au niveau du bâtiment, en fonction des conditions, à la fois des conditions du marché et aussi les conditions des individus. Et juste cette semaine, la compagnie d'aviation JetBlue a été accusée par ses clients d'exploiter leur historique de recherche pour tarifer les voyages individuellement. Donc, deux personnes assises à côté l'une de l'autre ne vont pas recevoir les mêmes offres de prix. Et ça, c'est très important parce que c'est complètement en dehors de ce que dit normalement la loi économique et la loi du prix unique de marché. Alors évidemment, vous pouvez me poser la question, est-ce que ces pratiques sont socialement régressives? C'est pas clair. On pourrait se dire qu'elles peuvent être redistributives. C'est par exemple sur les marchés de produits, une discrimination par les prix plus fines pourrait très bien bénéficier aux plus modestes en leur donnant accès aux mêmes produits à des prix plus bas. On pourrait dire c'est comme ça que ça se passe. Mais évidemment, il y a des tas d'autres formes de discrimination qui, elles, peuvent être beaucoup plus nettement régressives. Par exemple, nos données peuvent servir à repérer les personnes qui sont susceptibles d'accepter une offre particulièrement défavorable, voire prédatrice. Peut-être parce qu'elles comprennent mal, parce qu'elles sont aux abois, parce que leur statut de citoyenneté est précaire, etc. Et là encore, il y a beaucoup d'évidences empiriques que ces pratiques de discrimination sont fréquentes et rentables. Par exemple, les économistes Hong Ru et Antoinette Shaw ont analysé des propositions de cartes de crédit envoyées par courrier et ce qui montre, c'est que les consommateurs peu éduqués reçoivent des taux d'appel bas, mais des pénalités beaucoup plus élevées en cas d'impayés, tandis que les clients éduqués obtiennent des frais annuels plus élevés, mais des pénalités plus basses. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait du profit sur ces deux populations très différentes. Mais évidemment, ceux qui en pâtissent le plus appartiennent souvent à des groupes qui ont une longue histoire de prédation. Et donc, c'est comme ça que la discrimination par les prix finit très souvent par recouper des formes familières de discrimination sociale, par exemple, autour de la race ou de l'ethnicité. Alors, évidemment, là encore, tout cela n'a rien de nouveau. La prédation économique n'est pas nouvelle, mais on voit bien que l'abondance d'informations individuelles et très détaillées et aussi comportementales tend
rendre le fonctionnement de ces pratiques beaucoup plus opaque et aussi beaucoup plus puissant. Et évidemment, on pourrait se dire que l'IA pourrait aider, mais ce n'est pas forcément le cas. Une étude allemande a récemment montré que les LLM conseillaient aux femmes de demander des salaires plus bas. Un dernier exemple, ce qui se passe sur le marché du travail. Là encore, on peut penser, et on n'aurait pas tort, que les plateformes permettent d'offrir des tas d'opportunités à des travailleurs qui ont été auparavant exclus. Pensez à Uber, etc., ou les plateformes de travail en ligne pour incorporer les immigrants récents. Et il y a beaucoup d'évidences qui montrent que c'est le cas. Mais aussi, ces plateformes permettent un contrôle beaucoup plus serré des employés via la surveillance numérique de leur temps de travail, de leur productivité. De plus en plus, les clients exigent des heures facturables, mesurées à la minute près par un logiciel fiable, y compris d'ailleurs maintenant de plus en plus dans des métiers très rémunérateurs comme celui d'avocat. Là, évidemment, il n'y a rien ici qui aurait surpris Frédéric Taylor, mais encore une fois, ces instruments sont beaucoup plus intrusifs que le chronomètre. Les algorithmes estiment la probabilité qu'un salarié démissionne. Ils fixent les rémunérations à partir de ce qu'un travailleur, votre chauffeur Uber par exemple, serait prêt à accepter compte tenu de sa note et des conditions que les données lui prédisent. Donc, là encore, dans le domaine du travail, on a ces processus d'ordinalisation, de prédiction basés sur le classement. Voilà, j'en viens maintenant à mon deuxième point, qui est la question de la financiarisation. Le numérique et la finance ont une affinité naturelle. Tous deux savent abstraire le réel. Le numérique mesure et fragmente. N'importe quelle transaction, n'importe quel objet, n'importe quel geste quotidien peut aujourd'hui être transformé en un flux d'informations. Ça, c'est la base de la finance. La finance prend le relais, elle trie ses flux, elle les recombine à la manière d'une titrisation par exemple, elle leur attribue un prix et elle les vend. On peut penser, aujourd'hui, on a ces processus un peu partout et je vais vous donner un exemple qui est l'exemple des objets connectés qui sont, à mon avis, à la pointe de cette conversion du quotidien en actifs financiers. Quand une entreprise vend un bien matériel mais datafié, un réfrigérateur, un détecteur de fumée, une moissonneuse-batteuse, John Deere. L'acheteur est propriétaire de l'objet, mais le fabricant garde souvent le contrôle du logiciel et des données d'usage. Certains appareils contiennent des fonctionnalités qu'il faut débloquer moyennant un paiement supplémentaire. Les données collectées par la machine peuvent être ensuite revendues à des tiers ou servir à proposer aux utilisateurs des services connexes pour lesquels ils devront souvent s'abonner afin d'accéder aux données qu'ils ont eux-mêmes produites. Les consoles de jeux, les consoles de jeux illustrent bien cette vente à plusieurs étages. Alors, on va passer de la moissonneuse-batteuse au farming simulator, la moissonneuse-batteuse dans le jeu vidéo. Imaginez que vous achetez une console, une Xbox par exemple, puis un jeu que vous téléchargez, ici un simulateur agricole. Il vous faut souvent un abonnement en ligne pour jouer, et une fois dans le jeu collecte évidemment vos données, vous montre des publicités et vous vend aussi des objets virtuels. Certains jeux s'intègrent même à des économies crypto. Vous pouvez acheter des NFT et des crypto-monnaies. Donc on voit bien que l'objet donne lieu à des tas de flux, financiers. Je vais passer ça parce que je n'ai pas le temps. Donc, ce qu'on voit là, dans ces mécanismes, c'est que chaque objet permet de créer des tas de flux financiers. Donc, je vous ai parlé des abonnements qui sont liés à l'utilisation des données que les objets produisent, mais il y a des tas d'autres choses. Donc, par exemple,
on peut aussi superposer sur n'importe quel objet un contrat de crédit. On appelle ça dans le livre financial layering, que j'ai traduit ici par superposition financière, c'est-à-dire l'inscription de services financiers dans les biens intelligents. Je vais en discuter trois. Je vais discuter le crédit, l'assurance et le renseignement de marché. Alors commençons par le crédit. Évidemment, l'adossement d'une offre de crédit à une vente au détail, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, encore une fois. La plupart d'entre nous achètent leur voiture, parfois même leur téléphone à crédit. Mais avec suffisamment de données sur ses utilisateurs, ses clients ou ses salariés, n'importe quelle entreprise aujourd'hui peut devenir elle-même prêteuse, ou elle peut faciliter l'octroi de crédit par des tiers. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'employeurs, surtout ceux qui opèrent dans le bas de l'économie, passent de plus en plus de contrats avec des applications d'avance sur salaire, ce qu'on appelle les payday loans, qui proposent des avances en liquide à des conditions coûteuses, voire exorbitantes. On voit ça aussi pour des produits même de consommation, même les plus banaux. Les options de crédit, par défaut, sont désormais proposées pour littéralement tout. Pourquoi? Parce qu'il suffit de cliquer sur un bouton. Il n'y a pas besoin de signer un contrat comme autrefois quand on allait acheter un appareil photo chez Sears où il fallait qu'on remplisse une application de crédit. Là, maintenant, c'est automatiquement disponible. Pourquoi? Parce que votre notation de crédit est aussi automatiquement accessible par l'entreprise qui vous fait le prêt. De la même manière, si on pense à des contrats de crédit plus importants, ils sont beaucoup plus faciles à mettre en place et à faire respecter. Avec une connexion permanente à la voiture ou au tracteur activé par défaut, un fabricant maintenant dispose en pratique d'un lien direct et persistant avec le propriétaire. Il peut s'en servir, par exemple, pour forcer un remboursement. Donc, un acheteur fragile qui faisait face déjà à des taux d'intérêt assez élevés, aujourd'hui fait face aussi à l'imposition, à l'achat d'un dispositif de paiement, un dispositif d'assurance paiement, par exemple celui qui est décrit dans ce brevet de chez Ford, qui associe un suivi GPS à une commande de désactivation à distance de la voiture. C'est-à-dire que si vous ne payez pas le crédit que vous avez souscrit avec la personne qui vous a vendu la voiture peut être immobilisée à distance et évidemment récupérée par le fabricant ou le concessionnaire. Deuxième exemple, l'assurance. Au-delà du crédit, l'assurance est aussi un grand moyen de monétiser les flux de données issus des biens intelligents. Les voitures connectées enregistrent en continu des données de conduite que les constructeurs revendent aux assureurs, ce qui permet une tarification personnalisée et dynamique. Les primes s'ajustent non seulement à l'état du véhicule et au trajet habituel, c'est ce qui est le business habituel de l'assurance, mais de plus en plus au comportement au volant, le freinage brusque, les infractions au code, l'usage du téléphone en conduisant. Souvent, les assurances aussi intègrent les scores de crédit. Donc ça, c'est par exemple Tesla n'est pas seulement une entreprise qui vend des voitures, c'est aussi une entreprise qui vend de l'assurance et elle vend l'assurance sur la base de ce qu'ils appellent le safety score, qui est un score de conduite. Et évidemment, la plupart des compagnies d'assurance aujourd'hui intègrent ce genre de technique. Troisième exemple, je m'y perds avec mes deux écrans. Troisième exemple, le renseignement. Donc, les bénéfices financiers de la datafication vont au-delà du crédit et de l'assurance. Ils peuvent produire aussi ce qu'on peut appeler une sorte d'intelligence ou de renseignement de marché, une sorte de vue d'ensemble à vol d'oiseau du marché entier. Si je reprends l'exemple de John Deere, là, vous ne pensez plus au tracteur individuel, mais vous pensez à la flotte de tracteurs. La flotte de tracteurs qui opère
dans le Midwest, ce n'est pas seulement du matériel agricole, c'est un puissant générateur de données collectif. Ces flux de données peuvent valoir plus que les tracteurs eux-mêmes. John Deere, ou une compagnie associée spécialisée dans l'agrégation de données agricoles, peut revendre cette intelligence de marché sur les rendements des récoltes ou sur la productivité des terres à des traders de matières premières ou à des hedge funds. Et cela se passe déjà. On a déjà l'intégration des données produites par les machines agricoles en lien avec les marchés. Un autre exemple, qui est celui-là peut-être plus familier pour vous, c'est la plateforme de courtage Robinhood qui pousse cette logique de renseignement de marché encore plus loin. D'une certaine manière, Robinhood, c'est l'exemple parfait de ce dont on parle dans tout le livre. Elle commence avec l'accumulation par le don. C'est une plateforme qui attire les utilisateurs avec un courtage sans commission. D'accord ? On rentre sur Robinhood sans payer de frais. Et l'entreprise, donc comment ils font de l'argent, évidemment. Comment font-ils de l'argent ? Enfin, en tout cas, faisaient à l'époque dont je veux parler. Les revenus dépendaient du fait qu'ils vendaient le droit d'exécuter les ordres à un puissant teneur de marché qui s'appelait Citadel Securities. Donc Citadel disposait en fait d'une information anticipée sur les flux qui arrivaient, les flux d'ordre, et elle profitait de cette information en empochant l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu une espèce de vague d'enthousiasme alimentée par les réseaux sociaux qui a permis à des vieilles actions démodées comme AMC Theatres et GameStop qui a soulevé ces actions-là. Les petits investisseurs ont cru qu'ils allaient enfin battre Wall Street à son propre jeu. Certains ont gagné de l'argent, mais la plupart se sont fait plumer. Et ce qui s'est passé, c'est que Robinhood et le teneur de marché, Citadel Securities, c'est eux qui s'en sont le mieux tirés. La flambée des volumes leur a profité plus qu'à personne. Donc là encore, on voit comment une entreprise qui obtient un renseignement de marché parce qu'elle sait ce que font ses utilisateurs et qu'elle vend ces données-là à une tierce partie, on voit comment ça transforme complètement la manière de fonctionner de cette économie. Donc, pour conclure sur ce point, tout bien matériel ou virtuel, un réfrigérateur, un tracteur, un téléphone, un service numérique, peut être transformé en ce que les économistes financiers appellent un nœud de contrat, un faisceau de contrats. C'est-à-dire pas seulement des contrats entre l'acheteur et le vendeur, mais des contrats avec les utilisateurs, les fabricants, les annonceurs, les assureurs, les hedge funds, etc. Et toutes ces parties peuvent avoir accès à différents aspects des données. Donc, de ce point de vue-là, tout producteur de biens peut devenir une entreprise technologique, ou du moins aider des tiers technologiques à récolter des données. Toute entreprise technologique peut se payer en devenant fournisseur de services numériques. Et évidemment, pour finir, tout service numérique utile peut être transformé en actif financier. Et une fois transformés, ces actifs peuvent être à leur tour regroupés, titrisés, pour former de nouveaux produits dérivés. Donc on voit comment toute une économie financière continue à partir de ça. Alors je vais... si une chose peut être un nœud de contrat, une personne aussi peut devenir un nœud de contrat. Parce que ce processus ne se limite pas aux choses. Les médiations numériques incitent les personnes aussi à se comprendre elles-mêmes comme des nœuds de contrat. Alors évidemment, ça commence avec quelque chose comme le personal branding sur les réseaux sociaux, mais ça s'étend à un éventail toujours plus large de produits financiers associés aux réputations et aux données personnelles qui les nourrissent. Il y a un jeune Français du nom de Alex Masmej qui a émis un jeton, un token à son nom, le Alex, qui donnait aux investisseurs un pourcentage de ses revenus futurs sur 3 ans. Et il a utilisé le produit de la vente de ces jetons pour financer, évidemment, son installation dans la Bay Area.
Et évidemment, un autre exemple, peut-être plus parlant, c'est le président des États-Unis, le président élu des États-Unis le 17 janvier 2025. Il a lancé son propre meme coin en surfant évidemment sur l'appétit du public pour sa personne et pour les promesses d'enrichissement rapide de l'économie crypto. Alors vous pouvez me dire ça semble être une farce, mais en fait non, c'est l'aboutissement naturel de cette logique financière associée au processus d'ordinalisation. Bientôt peut-être, chacun pourra aspirer à devenir matière fongible, ses données personnelles sécurisées par la blockchain, prêtes à être consommées directement par les investisseurs. Alors, je vais passer, parce que je suis très en retard. C'est plus long quand on parle en français. Alors, excusez-moi, je vais... Alors, bon, tout cela, comme évidemment, paraît assez rare, assez fantasque. Évidemment, à la frontière de la finance, il y a des choses toujours très extraordinaires. Mais en fait, il serait, je crois, naïf de balayer ces projets comme étant des projets qui n'ont pas d'importance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en marche plus près du sol. De ce qu'on voit de plus en plus, c'est que des données authentifiées, exactes, consolidées sur soi-même, apparaissent de plus en plus comme une sorte d'actif personnel, une sorte de ressource. Dans le livre, nous l'appelons Eigenkapital, qui est un mot à la fois qui fait référence à Bourdieu et aux autres formes de capitaux dont parle Bourdieu, notamment le capital culturel, et on pourra peut-être en parler plus tard. Mais c'est aussi un mot allemand qui signifie à peu près capitaux propres. Et en l'occurrence, si vous voulez, c'est un peu l'idée qu'on a des capitaux propres qu'on détient sur soi-même qui tiennent justement aux réputations qui viennent de ces flux de données que nous générons nous-mêmes. Donc pour vous donner une idée un petit peu à quoi ça correspond, Comment penser le Eigenkapital? C'est une sorte de distillation quantitative de votre vie médiatisée par le numérique. Sous sa forme la plus simple, le Eigenkapital peut se ramener à un seul chiffre, à une seule note, un score de fiabilité, un score de crédit, comme vous avez en haut, un score de bon conducteur, un score de crédit social, comme on trouve en Chine. Mais évidemment, la version la plus sophistiquée, c'est de se dire... Le Eigenkapital, c'est en fait le vecteur d'information qui saisit de façon compacte votre position dans cet espace multidimensionnel de tout ce qui peut intéresser les entreprises qui collectent des données sur vous, et y compris de plus en plus aussi les États. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est le Eigenkapital? C'est une sorte de mélange d'authentification et de réputation qui aide les individus à naviguer des systèmes pilotés par des décideurs automatiques. Donc, par exemple, la facilité avec laquelle on accède à certains services, la facilité avec laquelle on a accès à des opportunités ou le type d'opportunités auxquelles on a accès, le traitement favorable, le contrôle aux frontières. Quand vous passez automatiquement quelque part, c'est du Eigenkapital. Il y a une forme d'authentification qui dit que non seulement vous êtes bien la personne que vous dites que vous êtes, mais que vous êtes une personne qui ne représente aucune menace. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser le Eigenkapital. Alors, oups, pardon. Non, c'est pas le bon. Excusez-moi. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Alors aujourd'hui... Ah, zut! Ah ben, je ne sais pas ce qui se passe là. OK. Vous l'avez vu. Donc beaucoup d'organisations, évidemment, cherchent à produire ce genre de mesures uniques, en quelque sorte, qui capturent la réputation et l'authentification.
Je pense qu'aujourd'hui, dans la société américaine en particulier, mais pas seulement, le score de crédit, la notation de crédit, c'est ce qui se rapproche le plus d'une forme de eigencapital, parce que elle est utilisée non seulement dans le crédit, mais elle est utilisée aussi pour permettre aux individus de louer un appartement. Elle est utilisée dans l'assurance. Elle est utilisée aussi sur le marché du travail, et de plus en plus, elle est utilisée sur le marché du dating. Donc, il y a 2 ans, une jeune comptable établie à Boston a rajouté à son profil Hinge, pour les dinosaures parmi vous, Hinge est un site de rencontre, une photo de son score de crédit exceptionnel de 811, et elle a obtenu 17 rendez-vous en 30 jours et des très très bons rendez-vous. Dans une vidéo de TikTok devenue virale, elle savourait la vague d'intérêt qu'elle avait suscitée. Alors, ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la banalisation de l'eigencapital. Ça peut sembler ridicule, mais c'est d'une gravité mortelle. De nombreuses plateformes aujourd'hui proposent d'afficher la note de crédit comme un atout parmi d'autres, en particulier des plateformes de rencontres. Il y a même une plateforme de rencontres spécialisée Score qui est réservée aux personnes notées au-dessus de 675. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce sont les connexions que les gens cherchent à établir spontanément. Peut-être que Marx, finalement, s'est trompé. L'histoire apparaît d'abord comme une farce et ensuite comme une tragédie. Donc voilà, la société ordinale, c'est la société où ce genre de phénomène devient naturel, voire attendu. Les technologies ordinales y ont transformé la nature de la concurrence économique, la distribution des ressources, l'expérience quotidienne du statut et de la valeur personnelle. Il y a quelque chose de véritablement révolutionnaire dans ce basculement, parce qu'on voit apparaître des nouveaux marqueurs de valeur qui peuvent remplacer les marqueurs traditionnels de statut comme la race ou le genre, mais en partie seulement. Et on voit qu'il y a souvent, en fait, on voit que les anciens marqueurs et les nouveaux se recouvrent. Pour comprendre ce dernier point, c'est quelque chose qu'on développe dans une autre partie du livre, donc peut-être qu'il vous faudra lire le reste du livre pour comprendre tout ça, mais j'espère vous avoir donné envie de le faire. Et donc, voilà la fin de cette conférence. Merci Marion pour cette conférence. J'inviterai Florence Millerand, que vous connaissez déjà, à monter sur scène et à s'asseoir, ainsi que Julien Larègue, qui est professeur de sociologie à l'Université Laval et surtout heureux membre du CIRST, à prolonger la conversation pour une 20aine de minutes, et ce sera suivi par une dizaine ou une 20aine de minutes de questions de la foule. Et juste après, ce sera la partie cocktail. Manquez pas ça. Merci beaucoup Marion pour cette conférence vraiment inspirante. Alors, donc la société ordinale, c'est un peu le nom donné à cette société créée par la Silicon Valley. On comprend, c'est même quelque chose qui est dit dans l'ouvrage. Donc c'est une société qui est basée sur un substrat qui est essentiellement composé de traces numériques. C'est une société qui stratifie les individus à travers une myriade de systèmes de notation, de systèmes de classement, et ces systèmes produisent des formes insidieuses de compétition sociale, de jugement moral et des inégalités. Donc, je voulais revenir sur cette notion d'impératif de la donnée et le processus de datafication qui est en filigrane, qui m'intéresse beaucoup. Parce que c'est un mécanisme central des processus d'ordinalisation que vous décrivez dans le bouquin. Donc, impératif de la donnée, c'est-à-dire que la collecte de données, c'est un impératif dans le sens où toutes les organisations actuellement collectent des données, avec comme justification que plus de données, c'est mieux, et que ça permet de nouvelles possibilités de gestion, de performance, de connaissances. Mais c'est un impératif qui est aussi un accomplissement culturel. Et au cœur de cet accomplissement-là, il y a un mythe très puissant qui est celui qui a été évoqué, qui est le système de don contre don. C'est-à-dire qu'on a intégré progressivement l'idée que produire des données sur soi-même et d'en faire don dans une logique a priori maussienne de don contre don, mais c'était la chose à faire. Donc on accepte de se soumettre à des questions plus ou moins intrusives sur notre identité, sur notre santé, pour obtenir un prêt, pour obtenir une date, ou bien des meilleures recommandations.
Alors évidemment, c'est un mythe qui naturalise une relation qui est absolument asymétrique entre donneurs, donneuses de données et puis les personnes les compagnies qui les exploitent. Et ce que ça fait, c'est essentiellement contribuer à normaliser une surveillance qui sert aussi à des systèmes financiers, comme on l'a montré, mais ça renforce aussi une forme de croyance aveugle dans la puissance et l'objectivité des données numériques, d'une part, et aussi une vision du monde comme pouvant être traduit en données et optimisé par des algorithmes. Alors c'est finalement une vision techniciste qui est très pauvre du monde social. Et ça me semble très important de souligner cette asymétrie de pouvoir et cet appauvrissement en fait de la vision du monde social. Alors j'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par une qui est plus, large, sur la question des inégalités. Parce que vous le dites dans le livre, la plupart des critiques qui portent sur l'économie numérique, et en particulier sur les systèmes algorithmiques, portent sur des questions de discrimination. On s'intéresse beaucoup aux biais algorithmiques et à la manière dont ces biais sont produits, mais on s'intéresse beaucoup moins à la question des inégalités. Et cette question des inégalités, ou ce problème des inégalités, va avec la question de la solidarité. Et je voulais aborder un peu cette question de la solidarité, parce que si on pousse cette dynamique d'ordinalisation à son extrême, on crée l'individualisation du classement et ça rend très difficile la possibilité de penser la solidarité. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un monde où il semblerait parfaitement légitime et même efficient que les gens n'aient au final que ce qu'ils méritent, au vu de leur comportement passé, à partir des traces agrégées par des systèmes opaques, protégés par le secret professionnel. Alors, qu'est-ce que notre dépendance, parce que je pense qu'on en est tous conscients, notre dépendance vis-à-vis des systèmes de notation, de classement, implique pour la solidarité humaine? Quelle direction est-ce que vous entrevoyez par rapport à ça? Et puis peut-être pour essayer de voir, ou d'être un peu optimiste, en fait, à quelles conditions une société ordinale peut-elle permettre des formes de solidarité? Je ne vais pas dire la dernière phrase du livre, mais la dernière phrase du livre n'est pas très optimiste. Merci Florence de cette question. Alors, il y a beaucoup de choses. La première, c'est sur les inégalités. Donc, il y a une des raisons pour lesquelles ces systèmes, en fait, ont du succès, c'est qu'en partie, ils permettent il y a une véritable promesse. Donc, je vais prendre l'exemple du crédit, de la notation de crédit. Dans les années 70, c'est quoi la notation de crédit? On en a parlé hier au séminaire. C'est un système qui est organisé essentiellement autour de grosses catégories démographiques. Donc, de l'endroit où vous habitez. Donc, si vous habitez dans un quartier à prépondérance minoritaire, de minorité raciale, essentiellement, c'est très difficile d'obtenir du crédit normal parce que, en fait, le gouvernement fédéral aux États-Unis ne souscrit pas les prêts dans ces zones-là. Si vous êtes une femme, il faut que vous obteniez l'autorisation de votre mari. C'est très compliqué aussi. Dans les années 70, on passe des législations antidiscriminatoires. Et d'un coup, les banques sont bien embêtées. Elles ne peuvent plus se baser sur ces grosses catégories-là, sur ces mécanismes-là, et donc on se tourne vers d'autres systèmes. Donc on commence à utiliser des tas de choses de marketing, etc. Et puis finalement, petit à petit, et ça arrive dans les années 90, on arrive vers les données de comportement de crédit. Donc on se retrouve avec essentiellement la note de crédit qui dépend de quoi? Elle dépend de votre histoire de crédit. Elle dépend de combien vous avez de cartes de crédit, est-ce que vous payez régulièrement vos factures, etc. Elle dépend de
si vous êtes autorisé, quelle est la limite que vous utilisez? Vous pouvez être, je vais vous dire un petit secret. Votre banque peut vous dire vous pouvez utiliser jusqu'à 10 000 $ de crédit. Eh ben non, il faut utiliser 11% de ça, en fait. Hein, donc, il y a, en fait, les banques donnent des autorisations qui permettent d'aller assez loin, mais en fait, il faut utiliser moins. Donc, le score des crédits, c'est basé sur toutes ces données-là. Et donc, on passe à un système qui est très différent. Parce que comment s'organiser politiquement, et c'est là où on vient à la question de la solidarité, comment s'organiser politiquement contre un système comme ça? Parce que on a en effet l'impression que les inégalités qui peuvent découler de ce genre de système, hein, parce qu'il y en a, hein, il y a des gens qui ont accès au crédit à des termes beaucoup plus favorables que d'autres. On retrouve encore non pas des discriminations raciales, puisque la race ne rentre pas dans la notation de crédit, mais on trouve des disparités raciales. Mais c'est beaucoup plus difficile à justifier et à comprendre, parce qu'on se dit, les gens, ils reçoivent ce qu'ils méritent. Puis s'ils se sont mal comportés, et c'est ça pour tout. C'est-à-dire quand on passe de systèmes basés sur des grandes catégories démographiques ou autres à des catégories comportementales, on change complètement l'idéologie. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des sortes de mini-méritocratie dans tous les domaines. Hein, donc, si vous avez un mauvais score de fitness, vous ne faites pas assez d'exercice. Si vous dormez mal, vous couchez trop tard, vous regardez la télé trop longtemps, vous buvez pas assez, je ne sais pas, vous devriez faire du yoga avant de vous coucher, enfin bref. Donc pour tout, et ça on retrouve ça dans tous les domaines. Et donc on a vraiment une société où on a l'impression qu'elle est, il y a quand même une promesse. Parce que ce qu'il y avait avant, c'était terrible, faut le dire. Hein, quand les personnes de minorité raciale étaient discriminées par le redlining, c'était épouvantable. De ce point de vue-là, le credit score, la notation de crédit apparaît comme un vrai progrès. Mais en même temps, c'est pas complètement une panacée. Et quand on continue à avoir des problèmes, quand on continue à trouver des grandes disparités sociales, on a beaucoup plus de mal à les attaquer. Parce que justement ces systèmes paraissent beaucoup plus justes. Et il faut savoir que c'est quoi cette justice au final, hein? C'est la justice qui marche pour les banques, c'est la justice qui marche pour les assurances. On a l'impression que nous, on doit s'optimiser pour satisfaire une notion de mérite qu'on nous présente, mais deux choses. Ce mérite-là, c'est pas nous qui en avons décidé les catégories, donc il est quand même toujours au service d'objectifs économiques très particuliers. Et deux, souvent il découle de méthodes qui sont très opaques. On ne sait pas exactement quelles sont les catégories. Souvent ces catégories changent au cours du temps, et donc on nous demande de nous optimiser sur des systèmes que nous ne pouvons pas lire, qui ne sont pas lisibles pour nous, et qui en plus s'ajustent de manière dynamique à ce que nous faisons. Et donc en quelque sorte, il y a une espèce de mensonge. C'est-à-dire, on vous dit, vous méritez ça, vous avez ce que vous méritez, mais en même temps, si vous essayez de vous optimiser, c'est pratiquement impossible. Donc c'est ça en fait aujourd'hui pour nous c'est ça la vraie tension politique de la société ordinale. Et la deuxième tension, c'est celle dont vous parlez, c'est-à-dire c'est complètement c'est très difficile de construire un enthousiasme pour c'est difficile de soutenir les biens publics, c'est difficile de soutenir des biens collectifs si, par ailleurs, chacun est noté. Donc, par exemple, prenons l'exemple de la santé, des systèmes de santé.
si on se trouve à généraliser des scores de fitness, etc., comment on va vouloir payer pour la santé des autres? Et on voit ça dans l'assurance aujourd'hui. L'assurance est qui est par essence une institution solidaire, qui est une institution collective, solidaire, socialisée. Eh ben, l'assurance, aujourd'hui, elle évolue de plus en plus vers l'individualisation, et donc il y a un problème, parce que elle a du mal, en fait, à répondre à sa propre raison d'être. Et ça cause d'ailleurs des vrais problèmes économiques, hein. Donc effectivement, il y a un vrai problème de penser la solidarité dans ces systèmes-là. Moi, je pense qu'il y a dans certains domaines, on ne devrait même pas se poser la question. Par exemple, le domaine de la santé, on ne devrait pas avoir, ou certains biens sociaux qui sont essentiels, les gens devraient y avoir. Moi, je suis en faveur d'une certaine manière. Je pense que la seule manière de contrer une société qui est de plus en plus ordinalisée, c'est en fait de proposer de plus en plus des biens universels. Donc, basic income, assurance médicale universelle, etc. Parce que justement, on ne vous posera pas la question et on passera pas tout son temps à essayer de déterminer si vous avez droit à l'assurance et pas moi. Et je pense que ce genre de problématique est tellement dans pour la société. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment repenser les biens universels. En fait, on est dans un moment historique très important et salutaire, je pense, parce que justement, ces méthodes-là nous forcent à nous dire c'est pas comme ça qu'on veut s'organiser. Il faut repenser toutes les institutions universelles. Voilà. Merci. Je vais me situer dans le prolongement parce que j'avais une question liée à ces problématiques. Dans le livre, vous expliquez très bien comment des catégories sociales comme la race ou la classe ressurgissent dans les indicateurs individuels qui étaient censés nous en débarrasser. Donc non seulement les inégalités n'ont pas disparu, mais en fait, paradoxalement, elles sont d'être encore mieux ancrées quelque part, symboliquement, parce qu'elles surgissent de technologies à l'apparence neutre, objective, qui diraient quelque chose de nos comportements et de la valeur morale qu'on a à un instant T. Et donc c'est une réaction assez typique de l'industrie technologique, mais on peut aussi lire parfois dans les productions savantes de dire on va corriger ces biais, comme on le dit. Et vous montrez très bien et vous l'expliquez très clairement que c'est une réaction qui est naïve parce que, évidemment, les algorithmes qu'on utilise héritent d'un monde social qui est structuré, qui a une histoire, et on n'efface pas le poids de l'histoire avec une ligne de code. Et donc, par contraste, et vous avez commencé un peu à élaborer sur ce thème, vous écrivez qu'il faudrait imaginer des solutions politiques plus radicales. Et quelque part, je pense que ça interroge aussi la question des relations entre l'État et les pouvoirs publics et ses entreprises. Les États-Unis, évidemment, sont un cas très particulier. On l'a vu avec Elon Musk. Donc, comment vous envisagez les possibilités en termes de gouvernance? Alors, ça peut être juridique, mais aussi en termes de politique publique sur la question de la santé, par exemple. Comment faire en sorte que des entreprises ne puissent pas utiliser les données à des fins financières qui sont contre-productives si le but, en fait, c'est de favoriser la santé des gens. Et voilà, comment la situation politique états-unienne, mais aussi dans d'autres contextes semblables, vous paraît nature à influer sur ces relations. Très bien, merci Julien. Alors je vais revenir un petit peu pour expliquer un peu à tout le monde comment ces catégories comme la race ou la classe c'est plus compliqué parce que ce n'est pas légalement actionnable, hein, mais comment elles se retrouvent en fait dans les algorithmes. Donc vous avez en gros trois manières. La première manière, c'est pour les algorithmes les plus simples. Pensez à la note de votre chauffeur Uber. Nous savons que nous avons tous des biais implicites. Donc, quand il y a des rencontres dans la voiture, le chauffeur vous note, vous notez le chauffeur. Nos perceptions, elles rentrent là-dedans. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir. J'aurais beaucoup aimé avoir accès aux notes
justement pour voir si c'est structuré par la race, par le genre, etc., par la citoyenneté. Malheureusement, évidemment, c'est des données auxquelles on n'a pas accès. Donc, on ne peut pas les interroger. Ça, c'est un gros problème. Quand on parle des discriminations, on ne peut pas. Donc, ça, c'est une des premières manières. Mais c'est très simple. Après, il y a des algorithmes qui sont basés sur les données antérieures. C'est-à-dire toute une histoire. Donc, par exemple, tous les algorithmes qui fonctionnent dans le système pénal, qui permettent de décider si une personne doit être relâchée après avoir commis une infraction, etc. Ces algorithmes, ils sont basés sur des données policières qui tendent à surveiller les minorités de manière plus sévère, qui tend aussi à leur donner des sanctions plus sévères, etc. Et donc, on sait qu'en partie, ces données-là sont polluées, en quelque sorte, sont toxiques, et donc on va retrouver ces effets-là dans les algorithmes. Et puis après, il y a des choses, il y a des algorithmes comme la notation de crédit, qui sont là basés sur des histoires personnelles. Donc là, on se dit, ah ben ça, on est beaucoup plus proche du mérite. Mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, et on trouve en effet des disparités raciales, par exemple. Les personnes de minorité raciale aux États-Unis tendent à avoir des notes de crédit inférieures. Pourquoi? En partie à cause de cette histoire qui influe, de prédation, qui influe sur les pratiques, à cause du fait que ce sont des populations qui sont ciblées par certains types de produits et pas d'autres, parce que si une personne a du mal à payer à la fin du mois, elle a peut-être pas les relations sociales parce que les réseaux sociaux ne sont pas aussi étendus et donc on ne peut pas se reposer de la même manière sur l'oncle qui a réussi. Donc il y a des tas de choses comme ça qui vont rentrer en fait et on a l'impression que la note de crédit c'est entièrement ce qu'on a fait. Mais en fait, il y a toute sa propre histoire et l'histoire de sa population, en quelque sorte, qui rentre là-dedans. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problèmes de disparité entre groupes. Après, il y a des questions de qu'est-ce que c'est la fairness, qu'est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est que deux populations aient le même traitement par les algorithmes, ou est-ce que c'est que deux populations aient le même résultat? Il y a tout un débat et on ne peut pas avoir les deux en même temps, mathématiquement. Donc là, il y a des débats colossaux chez les mathématiciens, chez les juristes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire redresser, créer de la justice? Donc tout cela... Tout cela est très compliqué. Et donc, la gouvernance juridique, de ce point de vue-là, je pense que certaines des choses qui sont faites en Europe pour dire, dans certains domaines, on ne devrait pas utiliser les algorithmes. Je pense que en Californie, où par exemple on a une loi qui entre en vigueur là, où on va pouvoir demander à être retiré de toutes les bases de données des data brokers. C'est pas une mauvaise chose. Parce que, par exemple, vous parliez de la santé. Donc, jusqu'à présent, aux États-Unis, il y a des lois qui protègent les données sur la santé. Donc, les diagnostics que fait votre docteur, normalement, personne n'y a accès, normalement. Mais si vous allez à la pharmacie et que vous allez acheter régulièrement des pastilles pour votre bras parce que vous avez un moniteur anti-diabète, ça, la pharmacie, elle va vendre ces choses-là. Donc, en fait, on peut inférer beaucoup de choses par les pratiques de consommation courante des individus. On peut inférer beaucoup de choses sur leur pathologie. Et les data brokers, même s'ils n'ont pas accès au dossier médical, ils ont accès à toutes ces choses-là et ils peuvent faire ces inférences-là. Et donc, c'est pour ça que dire que passer des lois qui permettent aux gens d'être enlevés des bases de données des data brokers, c'est aussi très important.
Mais il y a des domaines dans lesquels c'est particulièrement sensible. Le système légal, enfin, le criminal justice system, la justice criminelle en particulier, c'est la vie des gens. C'est particulièrement important. Le crédit, c'est particulièrement important. Donc, il y a des domaines dans lesquels on devrait pouvoir avoir accès à plus de transparence sur les décisions qui sont prises. Merci. Merci Marion. Le micro. Merci Marion. C'est l'heure des questions du public. Et donc, je vais placer un micro ici. Vous pourrez faire la file, en tout cas je l'espère. Au nombre de spécialistes des sciences et des technologies qu'il y a ici, je présume que de nombreuses questions vous brûlent les lèvres. Et donc, le premier à commencer, ce sera Yves Gingras. Bien sûr, je vous remercie pour cette conférence qui est extraordinaire, mais que je dois dire qui est totalement déprimante. Parce que je crois qu'effectivement, tout ça est irréversible et que ça va se réparer quand on va frapper un mur. Mais ma question est ailleurs. Vous savez, il y a le très beau titre du livre de Norbert Elias, La société des individus. Et donc, il y a un élément dont on n'a pas parlé, je voudrais votre avis là-dessus, c'est qu'il semblerait qu'il y a aussi un aspect qu'on peut appeler générationnel, qui est une vision assez individualiste, parce que comme on l'avait dit, bon, moi, j'ai besoin de ça, moi, je pense que, donc tout le monde est heureux, moi, j'ai mon affaire, moi, j'ai ma santé. Ah, l'information s'en va ailleurs, mais ça, non, c'est pas bien grave. OK? Alors que d'autres gens, et j'en suis, ça me fait penser à un film de science-fiction dont je pense que le titre était Gattaca, où la seule personne qui était nulle part, puis qu'on voulait trouver, c'était celle qui était, justement, qui avait laissé aucune trace. Il n'y a pas de Facebook, il n'y avait pas de Tinder, il n'y avait rien. Et donc, on voulait la trouver, mais on ne pouvait pas la trouver parce qu'elle n'avait aucune trace. Donc, cette idée d'accepter, je dirais souvent de façon inconsciente ou insouciante, est-ce que c'est pas une variable aussi qui joue un rôle dans le fait que c'est irréversible, tout le monde va avoir son... Moi, j'ai vu les gens courent, là, puis ils savent leur cœur le battre. Ah, j'ai pas dormi cette nuit, mon compte est 40. On est dans un asile de fous. Mais donc, je pense que c'est lié à cette vision que ce qui compte, c'est moi, comme individu. Et les gens en profitent parce qu'ils se posent pas cette question-là. C'est un peu exagéré peut-être, mais je pense que c'est pas complètement absurde de penser qu'il y a aussi au niveau des changements individuels une variable qui va dans la direction des technologies qui individualisent, comme l'avait dit, absolument au niveau des assurances. Puis je termine en disant qu'au Québec, il y a une dizaine d'années, on a eu une crise un peu là-dessus. Lorsque les assurances ont dit que, et bon, les assurances, c'est le Québec, etc., on dit que les frais d'assurance pour ceux qui sont en moto ne sont plus les mêmes que les autres. Parce que les motos, c'est plus dangereux, puis c'est une moto, paye pour. La majorité des gens étaient pour ça. Et donc, ça allait contre l'idée, vous avez bien dit, de dire, ben non, le but, c'est de socialiser l'affaire, puis on fait la moyenne. Puis oui, tu payes un peu dans ton char pour la moto. Mais ça, c'est plus ça. Et quand tu es sur telle rue, ben, tu payes plus cher parce que tu es sur telle rue. Fait que déménage sur telle autre rue, coûte moins cher. Les gens vont déménager. Donc, ce côté individualiste, est-ce que c'est une variable qui joue ou non? Absolument. D'ailleurs, j'aime bien que vous ayez cité le livre d'Elias parce que j'ai écrit un article avec Jenna Burrell qui s'appelle The Society of Algorithms, et c'était une référence absolument directe à Norbert Elias et la Société des individus. Bon, l'idée, parce qu'au début on voulait l'appeler Algorithmic Society, mais c'était pas ça. C'était vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que les individus se transforment en algorithmes et doivent faire attention à s'optimiser sur tous ces domaines, que ce soit par le biais de leur montre, que ce soit par le biais de leur carte de crédit, etc. Donc on doit faire attention à tout. Ce qui est vraiment ça vient d'un problème politique qui est absolument énorme. C'est-à-dire que c'est un peu comme le recyclage pour faire face aux problèmes environnementaux. C'est-à-dire, c'est une solution totalement individuelle. On a des problèmes colossaux, mais si moi, j'utilise pas trop d'eau, si je
si je recycle, si je fais pas trop d'émissions, je prends pas trop l'avion, etc. Voilà, c'est ça ma politique. On va vraiment pas aller loin en tant que société. Mais là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est tous forcés dans cette espèce de politique du comportement individuel qui finalement ne peut pas du tout adresser le problème collectif. Et c'est pour ça que la question qu'a posée Florence au début, c'est la question fondamentale. C'est-à-dire que on est en train de produire une société où la solidarité devient impossible. Elle devient impossible parce que tous les mécanismes de gouvernance sont des mécanismes de gestion individuelle. Et ça, c'est un problème. L'autre raison pour laquelle se dire qu'on peut gérer individuellement et on dit il suffit que je laisse pas de traces et je serai OK, c'est complètement faux. Donc il y a une sociologue à Princeton qui s'appelle Janet Vertesi qui a essayé de disparaître, de ne pas se faire, qui essaye de ne pas se faire repérer par les algorithmes. Elle est professeure de sociologie, donc elle est très impliquée. D'ailleurs, si vous la connaissez un peu, elle communique beaucoup, elle utilise des tas de trucs, mais alors elle n'utilise que des systèmes open source. Elle utilise des vieux téléphones, des vieux BlackBerry, etc. qu'elle doit remettre en état. Enfin, c'est un travail absolument colossal. Et même ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Et pourquoi ? Parce que toutes les données sont relationnelles, c'est-à-dire que si moi j'ai un email qui est encrypté, etc., mais que je communique avec Florence et que Florence elle est insouciante, comme vous disiez, ce que moi j'ai pu lui dire, ça sera lisible dans ses messages, etc. Donc tout est relationnel. Ça c'est un point qui a été fait par des tas d'autres, mais l'idée qu'on peut gérer ça individuellement, c'est un mythe complet. Donc merci pour cette question. Oui. Oui, Christophe Malater, merci beaucoup pour cette conférence. Ça nous donne, je pense, des clés pour mieux comprendre un peu le type de société dans lequel on est. Et puis je pense que ça nous donne aussi une sorte de drapeau rouge pour nous poser des questions sur savoir si c'est le type de société dans lequel on veut vraiment être, cette société dans laquelle on se trouve être aujourd'hui. Alors, je voudrais peut-être revenir sur la notion de Eigenkapital dont vous avez parlé. Je me posais avec cette question-là, je me dis, chacun a son Eigenkapital, mais en même temps, est-ce qu'on en est propriétaire de ce Eigenkapital ou est-ce que c'est plutôt un capital diffus dont les autres sont propriétaires ou dont certaines entités sont les propriétaires et qui nous concernent, contrairement au capital culturel, au capital social, on pouvait se dire, voilà, on en est le répositaire, le dépositaire, et c'est quelque chose sur lequel on peut directement agir, éventuellement. Mais là, il me semblerait qu'avec ce Eigenkapital-là, on n'a aucune prise, en tout cas dans le système dans lequel on est aujourd'hui, on n'a aucune prise dessus. On n'a aucun moyen de le contrôler, on ne le possède pas. Alors, est-ce que une manière serait de contrer ceci, si on cherche à le contrer, c'est de se dire, en fait, sur certains types de données, on interdit qu'il y ait ce genre de transactions, de ce genre de données-là. L'Europe peut statuer sur certains types de données qui ne seraient pas mercantilisables d'une certaine manière. Est-ce qu'une autre solution ne serait pas de mettre toutes ces données dans des sortes de coffres-forts personnels dont on pourrait finalement décider de savoir si on l'ouvre ou pas à telle entreprise ou telle entreprise et qui jouerait une forme d'intermédiaire éventuellement entre nous-mêmes et d'autres entreprises pour essayer quelque part de récupérer ce Eigenkapital dont il me semble qu'on est totalement dépossédé. Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'elle me permet de parler de Bourdieu. Et quand on parle du capital culturel, c'est pas quelque chose qu'on possède non plus.
Et quand vous réfléchissez à la manière dont Bourdieu parle de l'acquisition du capital culturel, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'acquiert par la socialisation. C'est vos parents qui vous lisent tous les soirs, c'est qui vous amènent dans les lieux de la culture légitime, qui discutent avec vous d'une manière qui sera semblable à la manière dont les instituteurs vous parleront. Donc, c'est les gens que vos parents fréquentent et qui renforcent tout ça. Donc le capital culturel, il est acquis d'une certaine manière par osmose avec le milieu social. Le seul moment où il y a une vraie volonté d'augmenter son capital culturel, c'est quand on décide, par exemple, d'avoir d'essayer d'obtenir un diplôme particulier. Donc là, mais c'est quelque chose qui arrive relativement tard dans l'histoire d'un individu. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le Eigenkapital, c'est quelque chose qu'on acquiert, alors, c'est peut-être déjà, c'est pas nos parents, hein, c'est quelque chose d'un peu plus éloigné, c'est toutes ces institutions qui c'est notre manière d'interagir, mais c'est aussi nos parents nous transmettent ça aussi, en fait. Je vais vous raconter une anecdote qui est vraiment fascinante. Tout au début, quand les étudiants connaissaient pas vraiment la note de crédit. Et puis, j'ai commencé à avoir des étudiants qui disaient, ah ben ça y est, oui, c'est important dans ma vie. Et j'avais un de mes étudiants qui était un jeune homme blanc, de classe moyenne supérieure, parents très éduqués, etc. Et qui me dit, ah ben, mes parents, quand j'ai eu 16 ans, je crois, ils ont pris une carte de crédit en mon nom et ils se sont mis à l'utiliser et à payer tous les mois, etc., en mon nom. Et quand j'ai voulu m'acheter une voiture, à la sortie de l'université, j'avais un bon score de crédit et j'ai pu avoir un bon prêt. Et puis, quelques semaines plus tard, la même année, ça m'avait frappé. J'avais une jeune femme, une latina, qui venait d'un milieu très défavorisé, dans mon bureau. Et on parlait, là encore, de la notation de crédit. Et elle me dit, ah là là, mes parents étaient dans une situation financière catastrophique. Ils ont pris une carte de crédit en mon nom. Et ils ont mis toutes leurs dettes dessus. Et je n'arrive plus du tout à m'en sortir. Et c'est terrible. Et je vis avec ça. Et c'est une catastrophe. Et donc, là, vous voyez que finalement, on a des processus assez similaires de socialisation où vos parents vous expliquent aussi qu'il faut apprendre comment gérer le crédit, qu'il faut apprendre tout ça. Donc finalement, le Eigenkapital, c'est aussi quelque chose qui s'acquiert par ces processus de socialisation. Et finalement, c'est pas totalement différent. Alors la question de est-ce qu'on devrait se l'approprier, hein? Est-ce qu'on devrait le garder pour nous c'est compliqué parce que, comme vous avez vu, c'est un vecteur d'information. C'est pas quelque chose d'utilisable. C'est utilisable quand les organisations le transforment en quelque chose d'actionnable, comme une note de crédit ou une note de fitness, etc. Il y a une compagnie, j'avais une slide dessus, mais je l'ai sautée, créée par Sam Altman, le CEO de OpenAI, qui s'appelle Tools for Humanity. Et Tools for Humanity, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Quelqu'un en a entendu parler ici? Bon, c'est une compagnie qui a une machine qui s'appelle The Orb. C'est une espèce de grosse boule comme ça. Et cette boule, elle scanne votre iris et permet que vous soyez authentifié. Voilà, cet iris vous donne une World ID. Et ensuite, maintenant, elle a créé une app qui associe votre World ID, votre iris, donc transformé en code, avec toute une série de services, et en particulier la possibilité de, en quelque sorte, sécuriser vos données à travers la blockchain. Donc, ils sont en train de s'intégrer avec des tas de plateformes. Ils ont déjà des contrats avec Shopify, avec Zoom, avec Tinder, etc. Donc, c'est une espèce de mix. Pour l'instant, c'est focalisé vraiment sur l'authentication. Donc, quand même, c'est fascinant. Il faut apprécier l'ironie du truc. Donc, OpenAI qui
déverse sur le monde des instruments pour produire des choses fausses, des fausses images, des fausses vidéos, des faux textes, hein, ou des tests synthétiques, va créer, donc le même CEO va créer une entreprise d'authentification. Donc il possède les deux machines. Ils créent la fausseté, et puis après ils vont pouvoir dire, voilà, ça y est, on a un mécanisme. Il faut apprécier ça. Mais voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est ça la solution. C'est une solution qui est tout aussi, qui nous dépossède tout autant. Donc je ne sais pas du tout comment. Alors oui, il y a eu des gens, il y a des rêves de syndicats des données, etc., de systèmes beaucoup plus décentralisés, mais pour l'instant, ça n'a débouché sur rien. Et le truc le plus prometteur, malheureusement, c'est ça. C'est le World ID, hein, qui par ailleurs est associé à des plateformes crypto. Donc, il y a aussi tout ça qui va avec. Oui. Merci pour votre conférence, c'est très intéressant. Ce qui me porte à penser que finalement, l'individualité est de plus en plus forte et l'individu, souvent, participe à la non-conscience de tout ce qui se passe et tout ce qui est récupéré de lui-même. Alors, le concept de société et de communauté, ça devient un peu... Pour moi, ça me semble quelque chose qui est même plus dans le décor. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, l'individu est de plus en plus... C'est-à-dire que ce sont des compagnies qui ont compris, et c'est ce qu'on a essayé de retracer dans le livre, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup d'écrits sur ce genre de société qui partaient de la critique, mais sans essayer de comprendre comment les individus avaient été rentrés là-dedans. Mais il y a un énorme élan. Enfin, je crois que c'est vrai pour tout le monde. Bon, la première fois que j'ai vu ChatGPT marcher, j'étais bluffée. La première fois que j'ai utilisé Gmail, j'étais bluffée. La première fois que j'ai vu Google Maps, où j'ai pu regarder ma maison depuis l'espace, j'étais bluffée. Donc il y a quelque chose de... Il y a une vraie... il faut apprécier ce qui a été produit. Il faut apprécier la société qui aujourd'hui, parmi nous, on en a parlé hier, mais qui voudrait revenir à un monde avant Google Search? Qui voudrait revenir à un monde où on ne peut plus chercher facilement les informations, on ne peut plus accéder à tout comme ça, vous ne trouverez sans doute pas beaucoup de gens. Qui voudrait revenir aux bibliothèques et aux cartes à fiches? Donc, on a énormément participé à tout ça, on a énormément apprécié tout ça, et aujourd'hui, la société, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ces mouvements. Il y a toujours de la société, bien sûr, mais elle s'organise de manière très différente. Il y a, par exemple, la viralité est devenue quelque chose de beaucoup plus important dans la politique et dans tous les domaines, je crois. Il y a des manières d'organiser la société qui sont extrêmement puissantes, mais qui sont extrêmement éphémères. Donc on a quelque chose qui est fondamentalement différent. Je ne sais pas si c'est mieux. Je pense qu'il y a des tas de gros problèmes, et en particulier pour moi, le problème central, c'est pas le manque de société, parce que la société, il y en aura toujours, elle sera organisée différemment, mais elle sera toujours là. Le vrai problème pour moi, c'est cette question de la solidarité, c'est plutôt la question de l'idéologie, la culture par laquelle on essaye de tenir ensemble, d'exister ensemble. Et ça, c'est pour moi le problème central. Oui. Merci, Mme Fourcade, pour votre conférence. Merci au CIRS de l'avoir organisée. Mais je veux justement poursuivre là-dessus sur la question de monsieur, de Florence, sur la solidarité, parce que vous nous avez bien montré que
On est de plus en plus mis en concurrence les uns contre les autres, donc la solidarité fout le camp, elle devient presque ringarde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire comme citoyen, citoyenne, professeur d'université? Qu'est-ce qu'on peut demander comme politique publique pour changer les choses? Je vous l'ai dit au début, je crois que moi je pense qu'il faut insister sur l'importance des biens universels, pas seulement parce que c'est une bonne chose pour aider les gens, mais aussi pour leurs effets idéologiques et culturels. C'est-à-dire que parce que c'est que quand on a des biens universels qu'une société peut se penser justement ces solidarités-là. Et donc, accès à des choses inconditionnelles. Alors, évidemment, c'est les trucs classiques de l'État social. Hein. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est peut-être le basic income, c'est les transports, c'est les assurances collectives contre le climat, contre etc., etc. Mais peut-être plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on peut réclamer comme réglementation de ces entreprises, de ces grandes multinationales du numérique? Alors déjà, il y a un paradoxe extraordinaire, c'est-à-dire que les plateformes, en fait, comme on l'a bien dit, mettre les individus en concurrence les uns avec les autres. Hein. Donc là, en fait, on est dans un système ultra compétitif. Mais les plateformes elles-mêmes sont dans des positions quasi monopolistiques. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce système comme un système néolibéral, mais c'est pas du tout le cas. En fait, hein, parce qu'on est dans un système où le marché, finalement, c'est le marché pour vous et moi, mais c'est pas le marché pour les entreprises. Donc déjà, je pense que la législation antitrust, c'est quand même un outil absolument essentiel. Je pense que la vente de données, les marchés de données doivent être énormément encadrés. Je pense que les individus doivent avoir la possibilité de dire que, justement, leurs données soient enlevées des data brokers, enfin des bases de données des data brokers. Mais là encore, c'est compliqué parce qu'on est encore toujours sur des solutions individuelles. Il faut que je me mobilise pour que j'aille demander, pour que j'aille remplir une forme. Et ça dure combien de temps? Mais peut-être 1 an, 2 ans. Et il faut que je recommence encore plus tard. Donc, c'est très difficile. Et puis bon, maintenant on a toute l'IA. Alors comment on va faire? C'est-à-dire que maintenant, toutes les conversations que nous avons avec les IA, ça rentre aussi dans toutes ces bases. Ça rentre aussi dans toutes ces bases de données. Donc là aussi, est-ce qu'il doit y avoir des lois de protection de la privée? Hein, la protection de l'intimité, des conversations, etc., qui devraient s'appliquer à ces compagnies d'IA. Mais évidemment, l'argument qu'on va entendre, on va entendre dans toute la texte, c'est que s'ils ne peuvent pas utiliser ces données-là, ils ne vont pas pouvoir faire de l'argent. Parce que la seule manière que l'industrie de la tech a pour faire de l'argent, c'est toujours la même aujourd'hui que ça a été hier, c'est-à-dire c'est par la pub. Donc, toutes ces conversations vont être utilisées. D'ailleurs, OpenAI commence à dire qu'ils vont avoir des produits publicitaires, parce que pour l'instant, c'est la seule manière. Donc le problème, c'est que les décideurs politiques ne veulent pas tuer l'innovation technologique en disant que vous ne pouvez pas utiliser ces données, parce que s'ils ne peuvent pas utiliser les données, évidemment, ils ne pourront pas faire des profits. Donc c'est vraiment très difficile, en fait. Mais je pense pour moi, enfin pour les trucs de base, comme une vraie loi antitrust, comme on avait en fait, on a eu beaucoup de procès antitrust sous Biden, et en fait ça a commencé sous la première administration Trump. Il y a eu toute une série de procès antitrust contre les compagnies, les grosses compagnies de tech, qui malheureusement n'ont pas beaucoup abouti, et aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de désir de les poursuivre, donc on n'est pas allé très loin.
Mais il y avait quand même des choses importantes sur la manière justement dont toutes ces compagnies abusaient de leur position de monopole. Alors, merci beaucoup. Du coup, moi, c'est Clémentine Fruchard-Muller. Alors, je suis un peu frustrée parce que j'avais à peu près la même question que mon prédécesseur. Donc, ça m'a demandé déjà beaucoup de courage de venir. Mais du coup, je vais peut-être aller un peu plus loin. C'est-à-dire, quelle est notre responsabilité en tant que scientifique pour justement porter des projets comme ça dans la sphère politique, de justement nous positionner, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu dans ce malaise-là. Mais comment on peut faire concrètement, vraiment, sur quel groupe on peut s'appuyer, sur quel outil on peut s'appuyer en tant que scientifique si on est tout aussi bouleversé par ces questions-là. Voilà. C'est une question très importante. La fin du livre, nous parlons de la double vérité, qui est un terme de Bourdieu, des scientifiques. C'est-à-dire que les scientifiques, d'un côté, ils critiquent ces systèmes, et d'un autre côté, ils n'ont qu'une envie, c'est d'accéder à ces données. Tout le monde veut accès à ces données. Et donc, le nombre de compromissions qu'on a pu voir pour accéder aux données de Google ou aux données de Facebook, etc., et ne pas poser les questions qu'on veut vraiment poser parce que la seule manière d'accéder aux données, c'est de poser des questions qui ne sont pas très gênantes légalement. Et donc, les scientifiques sont dans une position, et en particulier les sciences sociales, sont dans une position toujours extrêmement délicate entre justement l'accès, qui est la seule manière de comprendre comment ces systèmes fonctionnent vraiment, et puis leur devoir en quelque sorte, et puis leur habitus de critique sociale. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à travailler vraiment de l'extérieur, et c'est ça un des drames, c'est que on en parlait hier, à quel point c'est difficile de faire des ethnographies, d'accéder aux données quantitatives, de faire des entretiens. Je crois qu'on tous ceux qui sont ici et qui travaillent sur ce secteur ont des difficultés considérables à faire le travail empirique. Donc, d'une certaine manière, ça nous libère un peu. Ça nous libère un peu pour la critique. Et peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être là qu'il faut se dire qu'on a... il faut réfléchir un peu autrement à la manière, peut-être de manière beaucoup plus macro. C'est ce qu'on essaye de faire dans le livre, en fait. On essaye de réfléchir quel est le type de société qu'on est en train de produire. Parce qu'effectivement, c'est très difficile de rentrer dans le détail, et de plus en plus difficile, je crois. Oui. Alors tout le monde, vous avez compris que c'est maintenant le temps de dire merci à Marion Fourcade comme elle le mérite. Merci.